Jean-François. Merci beaucoup Éric Coquerel d'être avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Jean-François Husson, vous êtes sénateur Les Républicains de la Meurthe-et-Moselle et rapporteur général de la Commission des Finances. Vous avez face à vous le ministre des Comptes publics. Cramer la caisse, c'est une expression qu'a sorti, ou en tout cas qu'a réactivé Valérie Pécresse en tant que candidate à la présidence de la République. Elle accuse le gouvernement d'avoir cramé la caisse, d'avoir mal utilisé les finances publiques. Est-ce que c'est votre cas et quelle est votre interpellation à Olivier Dussopt? Vous commencez, Éric Coquerel? Vous avez deux questions. Vous dites est-ce qu'ils ont cramé la caisse et est-ce que l'argent a été mal utilisé? Alors la première question, je dis non. Je pense qu'ils n'ont pas cramé la caisse. Ils ont créé des déficits qui étaient rendus nécessaires par la crise du Covid. Et je pense même pour ma part, et vous le savez Olivier Dussopt, qu'on aurait pu faire plus. Les Américains ont fait beaucoup plus, à peu près 25% du PIB, quand nous on a mis 6% du PIB. Et on aurait pu faire là par contre autrement. C'est-à-dire qu'en réalité on a continué une politique qui est la même politique de l'offre. On a baissé l'impôt de production, on a continué à donner de l'argent aux entreprises sans contrepartie. Nous, on est pour donner de l'argent aux entreprises, mais avec des contreparties, les fléchants. Ce qui fait qu'on a, par exemple, le record de dividendes l'an dernier, 70 milliards de dividendes qui ont été produits. Et surtout, moi, la question que je pose, parce que bon, ça, c'est l'état des faits aujourd'hui, c'est que je crois que cette dette Covid qui a une particularité, c'est qu'elle appartient à la Banque de France. Elle n'est pas sur les marchés. Si, c'est ça sa particularité, sur décision de la Banque Centrale Européenne. Moi, je crois que il ne faut pas lester l'avenir avec cette dette, raison pour laquelle nous proposons de l'annuler, soit par une transformation en dette perpétuelle, c'est Minc qui propose ça, vous voyez, c'est pas ou une annulation pure et simple, au lieu d'envisager une politique d'austérité que nous promet Emmanuel Macron s'il est réélu, puisque ça a été annoncé à l'avance, avec une baisse de dépenses publiques drastique. Et nous, on pense qu'on doit justement permettre aux générations à venir de ne pas partir avec quelque chose qui a été dû principalement à la question du Covid et ses conséquences. Alors, vous permettez que M. Husson donne son point de vue et après vous répondrez aux deux points de vue différents. J'imagine. Le point de vue, il est un peu différent. Ouais. Si cramer la caisse, oui, mais je vais donner un premier chiffre. Le président de la République, lorsqu'il était candidat en 2017, voulait réduire le déficit et le ramener à 3% du PIB. Il proposait donc une économie de 60 milliards d'euros. Une baisse de 60 milliards d'euros. Hors dépenses d'urgence et de crise sanitaire. Et vous le savez, les dépenses publiques ont augmenté pendant ce quinquennat de 60 milliards d'euros. Ce qui est gênant, c'est qu'il s'est trompé de chiffre. Là où il devait y avoir moins, il a mis plus. Et donc, qu'est-ce qu'il en advient? Notre dette publique, et là, on est les derniers en dette publique au niveau européen. En matière de dépenses, on est 23e, pardon. On est quasiment dernier. En prélèvement obligatoire, on est 27e sur 27. Déficit public, 27e sur 27. Et pour les dépenses publiques, au niveau de l'OCDE, on est les derniers. Donc on est les bonnets d'âne. Si avec ça, on trouve beaucoup de motifs de satisfaction, je m'inquiète parce que c'est aujourd'hui le moment de vérité. On est à un peu plus de 50 jours de l'élection présidentielle. Il est temps de dire aux Français la vérité, de poser le débat. Les Français arbitreront en connaissance de cause. Mais si je me suis trompé sur le moindre chiffre, je suis preneur. Vous savez très bien que ce sont vos chiffres. Alors, donc, ils ne souffrent pas normalement de discussion. Un budget, deux visions. Tant mieux, il a cramé la caisse, mais mal. Je n'ai pas dit tant mieux. Je dis c'était nécessaire. Il a bien fait. Il a bien fait de cramer la caisse, mais il l'a mal fait. Quant à vous, M. Husson, il a mal utilisé l'argent public. Il n'a pas fait ce qu'il avait promis en termes de rigueur. Deux réponses non pas différentes, mais des questions différentes et que je vais essayer de rendre complémentaires. En tout cas, les réponses. D'abord, Éric Coquerel a raison de dire que vous avez toujours dit qu'on avait bien fait de dépenser l'argent, pas forcément de dépenser comme cela, vous l'avez dit aussi, mais que c'était nécessaire. J'ai deux points de désaccord. Premier point de désaccord concerne la comparaison que vous faites avec les États-Unis. Nous avons engagé beaucoup d'argent, 140 milliards pour répondre à la crise, plus 100 milliards d'euros du plan de relance et le plan d'investissement qui vient. C'est une part moins importante que ce que les États-Unis ont débloqué brutalement, mais avec une particularité. C'est qu'en France, notre système de protection sociale a joué son rôle d'amortisseur très fortement, avec des minima sociaux, mais qui n'ont pas aussi augmenté qu'on le craignait, c'est une bonne nouvelle,
avec une prise en charge hospitalière. Et les États-Unis, dans les mesures d'urgence qu'ils ont mises en œuvre, que les États-Unis ont mises en œuvre, il y avait des chèques directement à destination des ménages pour aider ceux qui n'avaient pas droit à des allocations chômage. Il y avait aussi des aides pour faire face aux questions médicales, aux questions sociales, faute d'un système social comme celui qu'on avait. Et ça explique largement la différence de mobilisation faciale, si je puis dire. Le deuxième point de désaccord, c'est sur l'utilité de ce que nous avons fait, ou en tout cas la pertinence de ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons une économie qui va bien. Nous avons une économie qui va bien avec une croissance à 7%. Avec des emplois qui sont créés, un taux de chômage qui a baissé. Oui, c'est faux. Et nous avons, pardon, mais après je répondrai aussi à Jean-François Husson, mais nous avons dans les derniers chiffres du chômage des bonnes nouvelles aussi. Le chômage baisse et le nombre d'emplois à temps partiel ou précaire diminue aussi, le chômage de longue durée diminue et le chômage des jeunes diminue. Donc la situation est plutôt bonne, mais on y reviendra. D'accord, il va vous répondre là-dessus. Après, Monsieur Husson aura la parole. Non, sur l'économie va très bien. Je sais, ça c'est ce que nous dit le maire en permanence et Olivier Dussopt Bruno Le Maire. l'Assemblée. Donne les prénoms parce que pas très grave. Vous les oubliez. C'est pas péjoratif de ma part. La croissance, vous savez très bien qu'on a augmenté de 7%, mais par rapport à une année où on avait baissé de 8%. Donc, si on se compare avec l'année Covid, on va pouvoir avoir des chiffres mirifiques de reprise de l'activité économique. Mais ce qu'il faut regarder, c'est sur long terme. Donc ça, c'est faux. La deuxième chose par rapport au chômage, c'est que les chiffres que vous annoncez, là, c'est pareil. La baisse du chômage, vous la calculez, la comparez par rapport à la première année de confinement, donc au moment où il y avait une hausse du chômage, donc évidemment il y a une baisse de 4,2%. Si on regarde par rapport à il y a 2%, c'est moins 1,5%, mais surtout les créations d'emplois que vous mettez, vous êtes incapable de nous dire combien ça vaut en équivalent temps plein. Or, par exemple, au 4e trimestre 2021, je termine là-dessus, sur 107 000 emplois créés, on estime que les 2/3 sont en réalité des emplois d'intérim. Et un intérim, c'était 2 semaines en moyenne 2021. Donc moi, j'aimerais avoir les chiffres. Non, mais c'est important pour le débat politique. Mais les chiffres, c'est ceux de l'INSEE, quand vous créez des emplois qui sont comptabilisés à partir d'1 heure par semaine, comme les donne l'INSEE, ça ne fait pas forcément un emploi à 35 heures par mois, et vous le savez bien. Les chiffres, c'est ceux de l'INSEE et la note de l'INSEE sur le 4e. Vous êtes d'accord. La note de l'INSEE sur 1 heure par semaine, vous avez un emploi. Laissez-moi répondre. D'accord avec ça. La note de l'INSEE sur le 4e trimestre précise que les emplois à temps partiel et les emplois précaires ont diminué et que les emplois créés au 4e trimestre sont de meilleure qualité. C'est une bonne chose. Sur le chiffre du chômage, nous étions à plus de 9% au début du quinquennat et nous sommes à 7,4%. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dont 718 000 jeunes qui sont en apprentissage, qui sont défalqués. Et nous sommes très heureux qu'ils soient en apprentissage. C'était notre objectif. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est pas des emplois. Si, et c'est une bonne nouvelle. Mais je vais répondre à Jean-François Husson. Si, ce sont des emplois et c'est de la formation. Je pense que l'activité économique n'est pas là, la consommation populaire n'est pas là. C'est de l'emploi de mauvaise qualité. Monsieur Husson. On a retrouvé l'activité d'avant-crise et c'est l'essentiel à nos yeux parce que c'est le signe de la reprise. Pour répondre à Jean-François Husson, je pense que le président de la République a démontré, et nous avec lui si vous me le permettez, que nous étions capables de tenir des engagements. C'est les 3 années avant la crise, avec une diminution du poids de la dépense publique, avec une diminution des prélèvements obligatoires. Et aujourd'hui, nous sommes à 43,6% de taux de prélèvement obligatoire, alors que nous étions à plus de 45% au début du quinquennat. Tout à l'heure, je disais aux 2 journalistes qui m'interrogeaient que nous avons effacé, en termes de poids des prélèvements obligatoires sur la richesse produite, les 2 chocs fiscaux de 2011 et de 2013. Donc nous avons diminué les prélèvements obligatoires. Et nous avons engagé des dépenses qui sont importantes. Et vous le savez, on a le débat à l'occasion de chaque projet de loi de finances. Mais votre famille politique nous dit vous n'en faites pas assez, vous n'allez pas assez vite. Nous avons 2 réponses. La première est que notre stratégie est radicalement différente de celle de 2011-2012. Pas d'augmentation d'impôts, pas de croissance étouffée. Très bien, ils vont venir. Certainement pas. Oui. Pas de croissance étouffée. Vous ne croyez pas aux promesses de... Et puis il y a une deuxième réponse que je fais systématiquement au groupe LR au Sénat et parfois même à celui de l'Assemblée. C'est que lorsque j'additionne les amendements qui sont déposés par le groupe LR à l'occasion de chaque débat budgétaire, mais c'est pas un déficit de 5% qu'on aurait. C'est 10% parce qu'il ne se passe pas une demi-heure sans qu'il y ait une proposition de dépense. D'accord. Alors sur l'augmentation d'impôts, ça m'intéresse. Vous ne croyez pas aux engagements qui sont aujourd'hui de ne pas augmenter d'impôts? Bruno Le Maire l'a effectivement répété plusieurs fois. Si vous voulez, ça fait en 10 ans, la dette entre la France et l'Allemagne a augmenté de 40%. 40%. Il y a 10 ans, on était quasiment au même niveau à touche-touche avec l'Allemagne. Donc, à un moment donné, dans la solidarité européenne, ça va jouer. C'est évident. On ne peut pas être le cancre de la classe et demander à être récompensé comme le premier. C'est intéressant ce que dit M. Husson, parce qu'il y a justement une réponse très précise. Et quand vous écoutez et que vous voyez que sur la zone euro, cet écart, il est de 20 points, je suis désolé, mais
la France doit faire attention à la dérive de sa dépense publique. Ça nous gangrène. C'est une forme de cancer. Et vous le savez. Et donc, ça se traduira pour... à partir du moment où on a été dans ça. l'incapacité de réduire la dépense publique, dans l'incapacité, le gouvernement a mis les Français dans la rue pour un certain nombre de choses, mais notamment dans la réforme des retraites. Ça veut dire qu'aucune mesure courageuse permettant de rétablir les finances publiques n'a été engagée et surtout a porté ses fruits. Résultat, demain, je mets mon billet au feu et je prends les paris. Évidemment, les Français auront à payer la note avec des augmentations de taxes et d'impôts. Vous n'aurez pas le choix si vous êtes élu. En attendant, c'est pas sûr et c'est pas gagné. J'apprécie quand M. Husson parle à l'affirmative sur la perspective d'être réélu, mais si j'ai dit. Après, si on reprend l'argument qui est le sien, le moment de l'histoire pendant lequel l'écart de dette entre la France et l'Allemagne s'est le plus creusé, c'est justement entre 2010 et 2013. Parce qu'il y a des politiques qui ont été mises en œuvre avec des augmentations d'impôts sans qu'il y ait de croissance. Alors parlons de l'avenir. Et sans qu'il y ait de possibilité de générer des recettes. Pour l'avenir, nous avons cette ligne. Cette ligne, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous considérons qu'on ne sort pas d'une crise en augmentant les impôts. Et donc nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous n'augmenterons pas les impôts. Nous l'avons démontré, nous les avons baissés fortement et avec cette double volonté de rendre de la compétitivité aux entreprises et de rendre du pouvoir d'achat aux ménages. C'est ce que nous avons fait. Et c'est une des réponses aussi à la crise sociale. Mais mais si vous ne baissez pas la dépense publique, si vous n'augmentez pas les impôts, c'est quoi? C'est le président chanteur? Il ne se passe pas une semaine sans que je réponde à des questions d'actualité de votre groupe qui me demandent de dépenser toujours plus. Donc, non. Vous connaissez... Mais je connais votre position à vous, mais je connais aussi celle de votre groupe, et ça n'est jamais assez. Par contre, M. Coquerel disait, vous allez baisser la dépense publique. Il ne s'agit pas de la baisser. Il ne s'agit pas de la baisser. Il s'agit de limiter son augmentation. Non. Entre 2017 et 2020, nous avons tenu les 3% et nous sommes revenus en dessous de 3% sans jamais baisser la dépense publique. Vous avez annoncé, en limitant l'augmentation. Olivier Dussopt, vous avez annoncé, vous étiez en face de moi avec Bruno Le Maire, vous avez annoncé pour les 5 ans à venir 0,46% d'augmentation, ce qui fait que par rapport à la population et l'inflation, en réalité, vous avez baissé la dépense publique plus que vous l'avez jamais fait, puisque pour l'instant, c'est à peu près 1% d'augmentation en moyenne. Donc vous allez la baisser drastiquement, vous l'assumez, parce que vous nous dites... C'est une maîtrise. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas interrompu. C'est vrai. Vous dites que pendant 5 ans, y compris avec une loi organique qui va encadrer tout ça, il s'agit de repartir vers les rails des 3% de déficit. C'est ce qui nous sépare. Vous avez à peu près la même logique, en fait. Ce qui vous sépare aussi, les Républicains vous disent, les Républicains vous disent, vous faites pas assez, finalement vous allez augmenter les impôts. Moi, je vous dis, je pense que si dans les 5 ans à venir, on continue à baisser la dépense publique, alors qu'on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes de santé, on a des problèmes à peu près dans tous les, y compris en termes de transition écologique, on a besoin de l'argent. Nous allons avoir les mêmes problèmes que celle de la France à l'orée de la crise Covid, avec un système de santé en déperdition, un système scolaire en train de craquer, etc. Aussi des injustices et surtout des inégalités qui se creusent. La dette est fondamental pour les présidentielles. Alors, on reste sur le débat sur la dette et on ne peut pas parler de votre carte blanche, mais j'entends bien. On verra. Pour l'instant, il ne s'est pas encore imposé, mais effectivement, c'est une question cruciale que la dette. Vous vouliez aussi interpeller. Vous nous direz tout à l'heure. La baisse du pouvoir d'achat des plus pauvres alors qu'il y a des super profits. En quelques instants, parce que je voudrais que M. Husson ait le temps aussi de parler de l'écologie. En quelques instants, c'est simple. Les grandes fortunes l'an dernier ont augmenté de 86%, 236 milliards. Et là-dedans, c'est surtout les revenus du capital, 70 milliards de dividendes. D'un autre côté, il y a 10 millions de pauvres dans ce pays et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les salaires baissent par rapport à l'inflation de manière générale. On a gel d'indice des fonctionnaires qui continue et on a un pouvoir d'achat réel. Il y a une excellente étude dans l'Alternative économique qui montre que depuis 10 ans, le pouvoir d'achat a quasiment stagné alors que les plus riches... Alors votre question, quelle est-elle? D'un côté, je finis là-dessus, d'un côté, c'est dû à quoi? Des cadeaux fiscaux importants, entreprises, particuliers, aides aux entreprises sans contrepartie qui sont pérennes. Et de l'autre côté, les mesures dont vous allez sûrement me parler pour le pouvoir d'achat qui, elles, sont ponctuelles. Et donc ma question, c'est on va continuer jusqu'où comme ça à mettre les revenus d'un côté de manière la plus inégalitaire possible au détriment des salaires et au détriment de la consommation populaire? Le revenu des 20% de ménages français les moins favorisés ou les plus défavorisés
a augmenté de 4% par an. C'est beaucoup plus que tout le reste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, je suis désolé. Non, c'est pas l'INSEE. C'est un institut indépendant. Non, mais laissez répondre Olivier. Il y a une augmentation du revenu des ménages les plus fragiles, qui en pourcentage est plus forte que pour tout le reste, et c'est très bien. Et ça s'explique à la fois par la baisse des cotisations, ça s'explique par la revalorisation des minima sociaux. Vous allez me dire que ça n'est pas assez, j'en suis absolument convaincu, mais nous sommes les premiers à avoir augmenté le minimum vieillesse de 100 € et à avoir augmenté l'allocation pour les personnes handicapées de 100 € par mois. Ça n'avait jamais été fait. Nous sommes aussi les premiers à avoir augmenté la prime d'activité au niveau du SMIC aussi fortement. Donc vous pouvez me dire que ça n'est pas assez. Je vous dis que c'est faux. Je vous dis ce que nous avons fait et je vous dis que le pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles a augmenté de 4%, soit plus rapidement que le reste. Les études du IPP sont assez claires. Ce sont les chiffres de l'INSEE, ce sont les chiffres qui ressortent de tout. Alors vous n'allez pas vous mettre d'accord si vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres. Non, effectivement, c'est difficile de parler de la réalité. Bah oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est la réalité française après. Les 10 millions de pauvres, ils sont bien réels dans ce pays. En dessous du seuil de pauvreté, c'est absolument historique. Et par contre, les chiffres que je vous ai donnés d'augmentation de la richesse, ils sont historiques aussi. Ce qui fait qu'on a le quinquennat le plus inégal de la Ve République. Vous avez pris la comparaison du point le plus bas de la bourse. La parole est à Monsieur Husson. Alors tout à fait autre chose, mais aussi une préoccupation. Dans ma carte blanche, c'est un carton rouge que je voudrais adresser au gouvernement et que vous représentez sur finalement l'échec qui est le vôtre sur l'enjeu écologique. Vous avez débuté le quinquennat avec la volonté d'augmenter avec un raidissement très fort la taxe carbone. Vous avez envoyé les gilets jaunes avec tout le cortège de violence, mais aussi pour certains de souffrance de certaines populations qui se sont exprimées. Vous êtes parti au début de ce quinquennat en tournant, en mettant les pas dans ceux de la majorité précédente. C'était la fin du nucléaire, on ferme Fessenheim. Et puis, crise de l'énergie en ce moment, où vous faites la politique de l'autruche. On bloque temporairement, on baisse des taxes et on dit tout ça sera payé à partir du mois de juin 2022 et en 2023. Ça n'est pas responsable, ça n'est pas raisonnable, mais surtout, il n'y a pas de cap. Alors, il n'y a pas de cap, je le comprends. 4 ministres pour s'occuper de l'écologie en 5 ans. Il y a eu un casting, on a commencé par Nicolas Hulot, et puis c'est parti finalement un peu dans toutes les directions. Quel dommage, alors que l'enjeu climatique, le défi énergétique, alors, on a aujourd'hui concluez parce qu'on n'aura pas le temps de la réponse. Des vraies réponses fortes à apporter. Comment expliquez-vous cet échec de votre gouvernement pendant ces 5 ans? Alors, la réponse en 2 minutes, Olivier Dussopt. En matière d'écologie, ce gouvernement, c'est une augmentation du budget du ministère de la Transition écologique d'1 milliard par an. Ça produit rien. Aujourd'hui, ça n'a rien produit. C'est un plan de relance qui permet de mobiliser 35 milliards d'euros. Avec des objectifs qui sont atteints. Et nous ajoutons à cela les 15 milliards d'euros pour lutter contre la hausse des prix subis par les Français dans le cadre d'une crise énergétique. Vous dépeignez la situation comme un échec. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, je ne le partage pas. Et je pense que les dernières annonces du président de la République concilient à la fois l'ambition industrielle et la nécessité d'avoir un modèle nucléaire que j'assume et que je partage pour passer des énergies carbone et fossiles à des énergies renouvelables. Mais il y a une période de transition qui nécessite le nucléaire. Et j'ai toujours considéré que le nucléaire est une énergie utile parce que cette énergie est certainement la moins polluante aujourd'hui, même si je garde en tête les questions. Il faudra aller à Fessenheim, voir les Alsaciens dans les yeux pour pouvoir discuter. La situation de Fessenheim avec la filière nucléaire. Et je connais à distance et par les fonctions qui sont les miennes, la situation de Fessenheim, y compris sur l'accompagnement que l'État apporte. Il y a encore des sujets qui sont en cours, vous le savez parfaitement, et sur lesquels le gouvernement est mobilisé. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Lâchez-nous la dette. C'est le titre de votre livre. Exactement. Et en effet, la dette abyssale qui a été creusée, dites-vous, par nécessité. Et finalement, elle est moins importante. Et c'est une bonne nouvelle. Pardon ? Ça ne dépendra pas que de M. Dussopt. Ça dépendra ? Ça dépendra du choix qui va être fait. Mais on est tenu par un engagement européen. On ne peut pas être solidaire selon la bonne volonté de chacun. Je vous fais remarquer que la BCE a décidé unilatéralement de rompre avec les traités en prêtant directement aux États. Donc, vous voyez, on peut le faire.